Nous allons démarrer la présentation par quelques slides d'introduction. Donc l'objectif n'est pas de vous abreuver de slides, mais simplement de resituer le contexte de ce qu'est le PLM dans une entreprise. L'essentiel de la présentation tournera autour de use case, donc le point numéro 4 du sommaire, au travers desquels j'aurai la possibilité de vous illustrer donc des cas d'utilisation du PLM. Donc nous avons essayé de résumer sur cette slide un certain nombre de points de souffrance qu'on rencontre de façon récurrente dans les bureaux d'études. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Néanmoins, je pense que chacun d'entre vous reconnaîtra un ou plusieurs thèmes qui lui tiennent à cœur. Donc on ne va pas lister de façon exhaustive l'ensemble de ces questions, mais globalement, pour résumer, on peut dire que les principaux points de souffrance au bureau d'études concernent les temps de recherche de la documentation, le fait d'être amené à transmettre des informations aux autres services de l'entreprise, l'inconfort que peut procurer le fait de ne pas être certain de travailler sur la bonne information, et d'une façon plus générale, le travail collaboratif qui englobe les échanges à la fois en interne et avec les sous-traitants. Donc en réponse à ces différentes problématiques, la solution la mieux adaptée est la solution PLM qui repose sur trois fondements principaux qui sont la sécurisation, l'efficience ou l'efficacité et la maîtrise. Donc la sécurisation concerne la sécurisation physique des données, c'est-à-dire leur protection permettant de garantir le fait qu'elles ne soient pas détruites involontairement. La sécurisation logique qui englobe la gestion des droits d'accès et la maîtrise de la confidentialité des données. Et la sécurisation métier qui permet d'assurer aux utilisateurs l'accès aux bonnes versions de leurs données. Le PLM permettra également d'optimiser l'efficience à travers des fonctions de recherche performantes et à travers une minimisation des tâches à moindre valeur ajoutée, ainsi qu'une automatisation des actions récurrentes qu'on est amené à conduire au quotidien. Et enfin, la maîtrise des données se traduit par l'unicité du référentiel qui conduit à avoir une garantie de la complétude de l'information, ainsi qu'une traçabilité et la garantie que l'information est correctement transmise d'un service à l'autre. Donc les objectifs de l'atelier consistent dans une première étape à illustrer la valeur du PLM au travers de quelques use cases élémentaires. Donc ces use cases seront forcément, compte tenu du temps qui nous est imparti, très simples. Mais l'idée, c'est également de montrer que l'utilisation d'un outil PLM reste quelque chose de simple. Je pense que la majorité d'entre vous ont vécu l'expérience du déploiement de solutions ERP. Et très fréquemment, un amalgame est réalisé entre PLM et ERP, et il nous tient à cœur de montrer que le déploiement d'une solution PLM dans une entreprise est quelque chose de simple. Donc comme nous l'avons déjà dit, cette démonstration sera basée sur l'outil Teamcenter de Siemens, et elle sera essentiellement axée autour du processus d'ingénierie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que on va plus parler d'une présentation PDM que d'une présentation PLM. On ne va pas se focaliser sur les aspects production. Si ce sujet vous intéresse, il pourra faire l'objet d'un autre webinaire ultérieurement. Un point important que je tiens à souligner, c'est que toutes les fonctionnalités que vous allez voir pendant cette présentation sont complètement standards et qu'elles ne font appel à aucun développement spécifique. Donc le premier use case que je voudrais vous montrer consiste à illustrer la sécurisation logique, c'est-à-dire comment gérer les différents utilisateurs et comment piloter leur droit d'accès aux données. Donc ceci s'effectue à travers la notion de groupe et de rôle. Donc le groupe définit le métier de l'utilisateur et le rôle définit sa fonction. Donc dans Teamcenter, il est excessivement facile de créer une arborescence
Donc ici, j'ai créé une arborescence dont la tête s'appelle Société, avec un certain nombre de métiers. On retrouve les achats, le bureau d'études, le commerce, l'industrialisation, etc. Et ensuite, dans chacun de ces métiers, on va retrouver les fonctions. Donc si je souhaite, par exemple, rajouter un nouveau groupe, on va dire, par exemple, le groupe simulation. Il suffit simplement donc que je déclare ce groupe comme étant un nouveau groupe. Voilà, donc ici, j'ai créé un groupe simulation. À l'intérieur de ce groupe simulation, je suis capable d'ajouter un rôle. Donc, soit un rôle existant, si je l'ai créé au préalable, soit un nouveau rôle. On a quelques petits soucis au niveau du son. On ne t'entend pas très bien, ça coupe un petit peu. Est-ce que tu peux peut-être te rapprocher de ton micro? Oui, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ceci? Alors là, je pense que nous t'entendons mieux, mais je pense qu'il y a plutôt un problème de lien avec le réseau téléphonique. Mais a priori, non. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc voilà, donc ça, ce petit use case, c'était pour illustrer donc la simplicité d'administration des utilisateurs que l'on peut gérer de façon très simple à travers des groupes et des rôles. Donc l'intérêt de ces groupes et de ces rôles est également de pouvoir définir des droits d'accès sur les données. Donc là, dans Teamcenter, la gestion de ces droits d'accès est très simple. Elle s'effectue de manière graphique à travers l'interface que vous avez sous les yeux. Donc sur la partie gauche de l'interface, vous avez un arbre de conditions et à chacune de ces conditions va être associée une règle de droit d'accès. Donc lorsque vous sélectionnez une donnée, Teamcenter va parcourir l'arbre de conditions et à la première condition rencontrée par la donnée, il va appliquer la règle qui est dans la partie droite de l'écran. Donc ici, par exemple, sur cette règle qui concerne les données qui sont validées, donc qui ont un statut, eh bien on voit que la règle appliquée, c'est la règle qui s'appelle Vault. Cette règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en première colonne ici, on voit que tout le monde a le droit de voir la donnée. Par contre, si on regarde les colonnes suivantes, on voit que personne n'a le droit de modifier ou de détruire la donnée. Donc, lorsqu'on définit ces droits d'accès, on a une granularité extrêmement fine. Donc, on peut s'appuyer sur la notion de groupe, on peut s'appuyer sur la notion de rôle qu'on a créée tout à l'heure, mais on peut même descendre jusqu'au niveau de l'utilisateur et dire, par exemple, qu'un utilisateur bien particulier eh bien, a le droit spécifique de modifier la donnée. Voilà, donc tout ça est graphique, s'effectue sans aucune ligne de programmation, sans aucun codage, donc c'est de façon très très simple. Juste une toute petite interruption hein, pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, pour les questions, on essaiera d'y répondre dans un deuxième temps, plutôt en fin de présentation, parce que je vois qu'il y a quelques questions. Donc voilà, même si les réponses peuvent être rapides, on va plutôt synthétiser les réponses en fin de session. Merci Sylvain. Donc nous allons passer au deuxième use case, donc, qui a pour but d'illustrer la sécurisation métier. Donc la sécurisation métier consiste à être certain de travailler sur la bonne donnée. Donc dans Teamcenter, lorsque vous avez une donnée, par exemple ici ce document, eh bien vous avez une traçabilité complète de l'évolution de cette donnée au travers des différentes versions ou des différentes révisions de votre document. Ici, par exemple, mon document possède 3 révisions ABC. La révision A, matérialisée par la petite croix rouge, est obsolète. La révision B est validée et la révision C est en cours de travail et n'est pas encore validée. Donc, imaginons par exemple que je souhaite faire une modification de mon document. Donc, pour ouvrir le document, il suffit que je double-clique dessus. Donc, ce document possède une quantité prévisionnelle de 4000 pour le fournisseur 1. Imaginons que je souhaite faire une modification de ce document tout en gardant une trace de l'ancien document. Je vais commencer par valider ma révision courante. Alors ici, en sélectionnant le document, je vois que la liste des workflows applicables sur cette donnée est automatiquement filtrée en fonction du type de la donnée. Donc je vais choisir un workflow simple, une validation sans approbation. Et maintenant,
je vais pouvoir créer une nouvelle révision de mon document. Donc, qu'est-ce qu'a fait Teamcenter? Il a tout simplement fait, dans ce fichier, une copie de l'état courant du fichier précédent. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser ma modification. Par exemple, demander une quantité de 6000 pour le fournisseur numéro 2. Et je valide. Voilà, donc je garde ainsi une traçabilité complète de l'évolution de ma donnée. Alors, à titre de démonstration, je voudrais également vous montrer la simplicité de création d'un workflow dans Teamcenter. Donc ici, je vais créer un nouveau workflow que je vais appeler par exemple webinar. Donc dans ce workflow, je vais rajouter une tâche d'approbation, c'est-à-dire que le workflow va demander l'approbation d'une personne tierce pour valider la donnée, et je vais rajouter l'application d'un statut. Donc le statut, je peux le modifier ici. Donc je vais choisir un niveau de maturité qui m'intéresse. Et au niveau de l'approbation, j'ai la possibilité de choisir, de définir des groupes qui vont être sélectionnables pour réaliser cette approbation. Ici, par exemple, je vais demander l'approbation d'une personne du bureau d'études. Voilà. Et maintenant, au niveau de mon workflow, il ne me reste plus qu'à lier mes différentes tâches entre elles et mon workflow est terminé. Donc là encore, c'est quelque chose de très simple qui est basé sur une approche complètement graphique. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais là, la création de workflow est réservée à des administrateurs. Donc maintenant, si je veux valider cette dernière révision de mon document, je peux à nouveau lancer un workflow. Cette fois-ci, dans la liste des workflows disponibles, je vais retrouver mon workflow webinar. Je vais être capable de sélectionner mon approbateur. Donc mon approbateur est automatiquement filtré en fonction du groupe qu'on a défini dans le workflow. Donc là, je vais choisir par exemple Franck Chabas, c'est moi-même. Ça m'évitera de me déconnecter. Voilà. Dans mes tâches à exécuter, donc, j'ai reçu une demande de validation de ce document. Donc, je peux décider soit de rejeter, soit d'approuver la demande, et je valide. Et donc ici, dans ce cas-là, la validation ayant été approuvée, le document est maintenant validé. Voilà pour ce second use case. Sylvain, tu veux rajouter un mot? Écoute, on peut voir sur le premier cas d'usage, effectivement, qu'on a le contrôle exhaustif à l'accès des données. Après, je ne vais pas recommander effectivement tout ce que tu as pu montrer, mais voilà. D'accord, très bien. Alors, petit use case 3, simplement pour illustrer la philosophie d'utilisation de Teamcenter. Donc, la philosophie d'utilisation de Teamcenter est basée sur la notion d'article. Donc, un article, qu'est-ce que c'est? C'est un container d'informations donc qui va contenir un ensemble de documents, donc de fichiers, pour parler simple, et ainsi que des métadonnées. Donc, ces métadonnées vont permettre de caractériser l'article, mais vont permettre également de le rechercher dans la base. Ici, par exemple, j'ai la possibilité de venir modifier ces métadonnées. Je peux venir renseigner une valeur de matière, je peux venir renseigner un numéro de projet ou renseigner une valeur à la main, comme ceci. Un point qui est important également, c'est que Teamcenter vous permet sur une seule page d'avoir une exhaustivité de l'information. Ici, vous voyez que vous avez différents onglets qui vous permettent d'avoir des informations sur les données qui sont liées à celles que j'ai sélectionnées. Ici, par exemple, l'onglet structure, qui possède une petite étoile, signifie que la donnée sélectionnée est une tête d'assemblage. Si je sélectionne une autre donnée, par exemple celle-ci, eh bien, je vois que les deux onglets où est utilisé et l'onglet structure possèdent une étoile. Où est utilisé, ça veut dire que cet élément est un composant d'un assemblage, et le fait qu'il ait également quelque chose dans l'onglet structure signifie que ce composant lui-même. On a de nouveau des petits problèmes.
Franck, on a de nouveau des petits problèmes de connexion, je pense, avec ton téléphone. Si tu peux répéter les 2 dernières phrases que tu viens de dire, s'il te plaît. Donc, on a une interface qui est intelligente, donc qui se met à jour en fonction du contenu de la donnée. Donc ici, si je sélectionne par exemple une pièce, eh bien vous voyez que l'onglet structure ne possède pas d'étoile parce que cette pièce n'est pas une tête de nomenclature. Voilà. Donc le modèle sur lequel nous allons travailler pendant cette présentation, c'est un petit assemblage que je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Donc cet assemblage a été dessiné en CAO, il a été sauvegardé dans Teamcenter, dans le PLM, et cet assemblage donc est visualisable dans le viewer intégré de Teamcenter, puisque à chaque fois qu'un concepteur va enregistrer un modèle CAO, eh bien une image 3D de ce modèle va automatiquement être enregistrée en même temps que le fichier natif dans le PLM. Donc l'objectif de la présentation va être de réaliser une petite modification. Donc on va augmenter les diamètres des 2 perçages ici et on va rajouter un composant dans l'assemblage. Donc pour réaliser cette modification, on va réaliser cette modification de manière formelle, c'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle un article de modification. Donc je vais créer un nouvel article de modification que je vais appeler webinar par exemple. Donc cet article a été créé ici. Donc la pièce que je souhaite modifier, je vais la sélectionner dans le viewer et vous voyez qu'en sélectionnant la pièce dans le viewer, Teamcenter déplie automatiquement l'assemblage pour m'amener sur la pièce. Cette pièce étant validée et les niveaux supérieurs étant validés également, je vais être amené à créer de nouvelles révisions de ces sous-ensembles. Donc je vais créer une nouvelle révision de mon assemblage de tête. Je vais créer une nouvelle révision du sous-assemblage de niveau 1. Et je vais créer également une nouvelle révision de ma pièce. Voilà. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si j'ouvre à nouveau la révision C de ma nomenclature dans l'éditeur de nomenclature, on peut constater que automatiquement la nomenclature s'est mise à jour par rapport aux dernières révisions de ces différents composants. Donc cet élément-là est bien sur la révision C, cet élément-là est bien sur la révision C. Donc là, on a bien une garantie de travailler sur la bonne donnée. Donc ce que je vais faire au niveau de mon article modification, qui est là pour tracer les modifications, je vais simplement lui dire que ma modification va porter sur cette pièce. Donc je la fais simplement glisser dans le petit dossier article de modification. La nouvelle solution va être la révision C. Et les 2 assemblages impactés vont être ces 2 assemblages ici. Donc ici, à travers l'article modification, j'ai une traçabilité complète de la modification. Et donc, je vais pouvoir maintenant lancer un workflow sur cet article modification, ce workflow ayant pour objectif de me servir de guide, de manière à me garantir de ne pas oublier d'étapes dans mon processus de modification. Donc ici, le workflow a été lancé. Première question que me pose le workflow, est-ce que j'ai spécifié les produits impactés? Oui, effectivement, j'ai renseigné donc le dossier article d'impact, donc je peux dire au workflow, oui, j'ai fait le travail. Donc maintenant, le workflow va me dire, veuillez réaliser la modification. Donc pour réaliser cette modification, je vais prendre la révision C de mon ensemble et l'envoyer dans la CAO. Donc la CAO avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui est Solid Edge. Donc on aurait pu faire la même manipulation avec toutes les CAO du marché que vous connaissez tous. Donc ici, mon assemblage est ouvert dans Solid Edge. Je vais pouvoir réaliser la modification, donc mettre cette pièce en édition.
venir modifier le diamètre du perçage ici, le passer par exemple à 15. Voilà. Et ensuite, sauvegarder ma modification. Donc là, vous avez une manifestation du connecteur CAO, c'est-à-dire de la brique qui fait le lien entre le PLM et l'outil CAO, donc qui assure l'ensemble des échanges dans un sens ou dans l'autre entre les deux systèmes et qui, par la même occasion, a la charge de créer des fichiers images des différents modèles CAO. Donc ici, si je renvoie ma nomenclature dans l'éditeur de nomenclature, et si je regarde ici, on s'aperçoit effectivement que le diamètre des perçages a bien été modifié. Alors, pour complexifier un petit peu la présentation, on va faire une autre modification. On va venir ajouter donc sur la petite pièce qui est ici un capuchon. Donc ce que je propose, c'est d'aller chercher ce capuchon dans la classification. Donc on va basculer dans le module classification. Donc qu'est-ce que c'est que la classification? C'est simplement un module qui va permettre de ranger des éléments standards sur étagère, par exemple des crampons, des étriers, bon, tout type de pièces. Donc nous, de la visserie. Bon, nous, dans notre cas, on va venir chercher ici dans les pièces en caoutchouc des capuchons. Donc je peux faire une recherche filtrée en fonction d'un certain nombre de paramètres ou rechercher tous les éléments qui existent dans la classification et les balayer un par un. Je peux aussi avoir le résultat sous forme d'une table globale avec les différents paramètres, les différentes caractéristiques géométriques de mes pièces. Une fois que j'ai sélectionné la pièce qui m'intéresse, eh bien je peux la copier et l'amener dans mon espace de travail. Alors, donc le sous-ensemble qu'on se propose de modifier, c'est ce sous-ensemble-là. Donc ici, le visualiseur se charge. Donc c'est ce sous-ensemble-ci. Donc on va venir ajouter un petit capuchon sur la pièce grise qui est ici. Donc je vais envoyer ce sous-ensemble dans Solid Edge. Et donc je vais venir insérer un composant. Donc ce composant, je l'ai mis dans mon accueil. Il s'agit de cette pièce. Et donc je vais venir réaliser un alignement d'axe. Bon là on fait de la CAO. Ah. Je recommence, j'ai dû rater un petit truc. Donc alignement d'axe. Et on va le mettre à peu près ici. Voilà. Donc maintenant je vais être capable de sauvegarder cette version de mon assemblage. Je vais fermer Solid Edge et je vais voir le résultat donc au niveau de ma CAO. Je vais envoyer la dernière version de mon assemblage dans la CAO pour m'apercevoir que la modification a bien été réalisée au niveau de l'assemblage global. Donc ce petit use case avait pour but d'illustrer donc les interactions qui existent entre l'outil CAO et le PLM, donc et qui illustre le travail du connecteur avec création automatique de fichiers images 3D dans le cas des modèles 3D et bien sûr de fichiers 2D de type PDF dans le cas des plans. Une petite remarque, toutes les informations qui sont affichées ici dans la nomenclature, je suis bien entendu capable de les exporter dans un fichier Excel. Par exemple, si je souhaite réaliser un interfaçage avec mon ERP, eh bien, je peux très facilement exporter toutes les informations de ma nomenclature. Donc, ces informations étant exportées de façon intelligente en gardant la notion d'arborescence dans le fichier Excel. Donc, je vais revenir sur ma modification, donc sur mon workflow de modification.
mon workflow de modification se trouve ici. Donc j'ai terminé la modification, donc je vais l'indiquer au workflow. Et le workflow me demande maintenant si je souhaite réaliser des demandes complémentaires. Alors, je vais utiliser cette étape pour montrer comment on peut associer de la documentation aux données CAO. Donc, je vais par exemple ici créer un nouvel article qui va être une demande de test. Donc, je vais l'appeler demande 1. Donc, l'origine du test va être le client. Le type du test va être une certification. Et je vais demander à utiliser un fonds documentaire. Donc ici, j'ai le choix entre plusieurs fonds documentaires. Je vais prendre par exemple une demande de test simple. Donc ici, j'ai créé une nouvelle demande de test et vous pouvez constater que automatiquement a été créé un document. Donc un document qui correspond au fonds documentaire, document donc, qui est pré-renseigné directement par Teamcenter. Alors on peut imaginons que je sois un autre utilisateur qui souhaite accéder à ce document, mais sans passer par le client riche Teamcenter, directement par l'intégration Office. Donc là, je vais me connecter à Teamcenter directement depuis mon application Word. Et je vais donc avoir accès à l'ensemble des données qui sont dans Teamcenter. Donc je retrouve ici le contenu de mon espace de travail, avec en particulier la demande de test qui a été créée préalablement. Voilà. Alors pour illustrer l'associativité, je vais réaliser une modification dans Teamcenter. On va supposer par exemple que sur cette demande de test, je vais faire une modification. Je vais dire que l'origine, ce n'est plus le client, mais la compétition, que c'est une qualification, et je vais rajouter ici, vérifier le certificat matière. Donc là, j'ai fait une modification dans Teamcenter. La personne qui a ouvert le document en parallèle dans le cadre d'un travail collaboratif peut être informé via un petit workflow ou via un mail qu'il y a une modification. Dans ce cas-là, il demande la mise à jour de son document par rapport aux différentes modifications et on voit que le document a été mis à jour automatiquement. Donc c'est un petit peu similaire aux mises à jour automatiques des cartouches des plans. Donc ici, je vais me déconnecter. Voilà. Et je vais revenir donc dans Teamcenter. Évidemment, cette demande de test, je peux l'associer à ma pièce. Il suffit simplement que je déplie ma pièce. Je dispose sous ma pièce d'un certain nombre de petits dossiers dans lesquels je vais pouvoir classer ma documentation. Et il suffit simplement que je fasse glisser ma documentation dans le petit dossier pour créer le lien entre la documentation et l'article global. Voilà, donc ça on l'a fait, ça on l'a fait. Je vais maintenant terminer ma modification. Donc je vais revenir sur le workflow ici. Donc les demandes complémentaires sont terminées. Je peux continuer le workflow. Et le workflow va maintenant me demander s'il y a des personnes dans la société que je dois informer de cette modification. Alors je peux ici choisir par exemple d'informer le responsable des achats. Je me choisis moi-même et je valide. L'intérêt de cette manipulation est de garantir que toutes les personnes qui doivent être informées d'une modification le sont effectivement. Donc dans ce cas-là, on voit que si je vais dans ma messagerie, je viens de recevoir un mail qui m'informe effectivement qu'une modification a eu lieu sur ce produit. Ici, j'ai le numéro de la modification. Là, j'ai la liste des produits impactés. Et là, j'ai l'auteur de la modification. En même temps, si je vais dans ma liste de tâches et que je synchronise cette liste de tâches avec Teamcenter,
je vois que ici, j'ai une tâche qui est arrivée. C'est une tâche qui vient de Teamcenter. C'est une tâche qui demande un accusé de réception de la bonne réception de l'information, comme quoi il y a eu une modification. Donc ici, je vais accuser réception directement depuis ma messagerie Outlook. Et si je reviens maintenant dans Teamcenter, ceci a terminé mon workflow. Donc si j'actualise ma liste de travail, je n'ai plus de tâches à effectuer. Et si j'actualise ma demande, mon article modification, pardon, je vois que mon article modification a pris le statut terminé. Donc ceci clôture la modification. Ça a permis d'illustrer du travail en mode collaboratif et le fait que toutes les personnes qui doivent être informées d'une modification reçoivent correctement l'information. Donc il nous reste deux petits use cases à voir pour terminer. Imaginons maintenant que je sois une personne des achats. Donc effectivement, j'ai reçu l'information comme quoi il y a eu une modification, mais je ne sais pas quelle est cette modification. Donc ce que je vais faire, c'est charger la dernière nomenclature dans l'éditeur de nomenclature. Je vais charger la révision précédente. Je vais développer la totalité des deux nomenclatures et j'ai deux façons de visualiser les modifications qui ont eu lieu. La première méthode consiste à faire une comparaison textuelle. La comparaison textuelle va me permettre, à l'aide d'un code couleur, eh bien, de savoir que telle et telle pièce appartient à une nomenclature ou n'appartient pas à l'autre. J'ai choisi la mauvaise, voilà. Donc le rouge signifie que ces deux pièces sont dans la nomenclature de gauche, mais ne font pas partie de la nomenclature de droite. La couleur orange signifie que c'est la même pièce, mais à des révisions différentes. Ici, on est sur la révision B. Ici, on est sur la révision C. Une autre façon d'effectuer la comparaison consiste à utiliser donc les fichiers images 3D des modèles. Donc ici, si je bascule complètement à gauche, j'ai le modèle de la nomenclature de gauche, c'est-à-dire la nomenclature modifiée, avec des gros diamètres ainsi que le capuchon. Et si je bascule à droite, eh bien j'ai la révision précédente, petit diamètre, sans les capuchons. Donc vous voyez, ceci illustre le fait que le PLM va permettre à n'importe qui dans l'entreprise de connaître a posteriori les modifications qui ont pu être apportées sur un produit, même si la personne en question ne fait pas partie du groupe qui a effectué cette modification. Une question que je te pose un petit peu en avance de phase, Franck, parce qu'elle revient de manière répétée dans le module question. De quelle manière la modification est-elle tracée au niveau de la date? Est-ce qu'on a bien effectivement la date précise des modifications qui est archivée dans le PLM? Bien entendu. Donc ici, si je vais sur ma modification, je vois qu'elle a été validée le 13 juin 2017 à 15h08. Alors, évidemment, dans cette feuille de style, dans cette page, toutes les informations ne sont pas affichées. Donc là, il s'agit d'un choix de paramétrage, mais j'ai accès à la totalité de l'information. Donc si je passe par exemple par ce menu, eh bien, voilà. Donc ici, j'ai à la fois la date de création de l'article modification, donc c'était à 14h52, la date de dernière modification, c'est-à-dire lorsque la modification a été validée. Donc c'est terminé. Donc là, la modification a démarré à 14h52 et elle s'est terminée à 15h08. Donc j'ai des informations de type date. Bien entendu, j'ai également des informations de type qui a réalisé cette modification. Merci Franck. Donc pour terminer la présentation, donc, je voudrais passer au dernier use case, donc, qui est une illustration de la notion de configuration et de variante.
Donc je vais envoyer dans l'éditeur de nomenclature la dernière version de ma nomenclature. Et je vais envoyer également l'avant-dernière version, de manière à récupérer ici ce composant pour l'ajouter dans cette nomenclature. Donc en fait ici j'ai ce qu'on appelle une nomenclature à 150%, c'est-à-dire que j'ai à la fois la révision B et la révision C de mes deux composants. Donc maintenant je vais configurer mon assemblage en utilisant ce qu'on appelle la notion de variante. Donc je vais définir une option de configuration, donc je vais l'appeler configuration, et je vais donner deux valeurs. Je vais dire par exemple gros diamètre, je vais rajouter cette configuration, et je vais rajouter une configuration petit diamètre. Voilà, donc là j'ai deux configurations, une avec un gros diamètre, une avec un petit diamètre. Maintenant je vais spécifier que cette révision-là, ce composant-là, correspond, alors je vais passer par les menus, donc pour la configuration, correspond à la configuration, donc c'est la révision petit diamètre. Voilà, donc j'ai un petit V ici, qui m'indique que ce composant est piloté par une règle de variante. Je vais faire la même chose sur ce composant et spécifier que ce composant correspond à la configuration gros diamètre. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais être capable maintenant, donc je vais fermer ceci, pardon, j'ai fermé ma nomenclature, donc je vais la ramener. Je vais être capable donc de générer deux configurations de mon assemblage à l'aide d'une seule et même nomenclature. Donc je vais par exemple configurer l'option petit diamètre. Si je l'affiche ici, on voit que mon assemblage est constitué de la pièce avec le petit diamètre. Et si maintenant j'envoie en parallèle le même assemblage, la même nomenclature, c'est-à-dire la révision C, je peux la configurer pour l'avoir en gros diamètre. Et si j'affiche visuellement le résultat pour pouvoir comparer, voilà. Donc là, on est bien avec le gros diamètre. Donc ça illustre l'utilisation de la notion de variante, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une seule et même nomenclature, que l'on appelle nomenclature à 150%, on va être capable de gérer différentes configurations d'un même produit. Voilà, j'en ai terminé pour la partie présentation, donc je vais te laisser la parole, Sylvain, pour la conclusion. Oui, très bien. Bah, écoute, merci pour ces démonstrations. Donc, je ne vais pas paraphraser l'ensemble de ce que tu as pu présenter. Simplement, ce que l'on va dire en conclusion, c'est qu'effectivement, le PLM va, d'une part, vous permettre de sécuriser les données de l'entreprise. Il va être également capable de gérer le cycle de vie des données, non pas uniquement des données techniques, mais également des données documentaires associées, donc ça on a pu le voir. L'aspect collaboratif également est très important puisque c'est vraiment une solution qui permet de s'affranchir de toute forme de papier et notamment de toute forme de documents qui peuvent être utilisés dans l'entreprise et qui peuvent être assez disparates. Et surtout, le PLM est aujourd'hui utilisé par beaucoup de nos clients comme l'épine dorsale de leur système d'information, puisque beaucoup de nos clients ont une stratégie digitale qui consiste à avoir une chaîne numérique complète d'ici quelques années. Et le PLM est vraiment une première étape incontournable pour pouvoir parvenir à cet objectif. Ce que je vais peut-être faire, Franck, maintenant, c'est soumettre un certain nombre de questions qui ont pu être posées pendant la présentation. Avec plaisir. Donc,
Donc, notamment, on a des questions sur la manière dont sont mappés les liens entre la partie CAO et la partie PLM. Une question assez technique, mais peut-être que tu peux nous apporter un complément d'information par rapport à ça. Alors effectivement, c'est une question qui est tout à fait pertinente et intéressante. Donc, j'ai pas eu l'occasion, donc pour des questions de temps, d'illustrer ce mapping au niveau des cartouches des plans, mais ça fonctionne exactement de la même façon que ce que j'ai pu illustrer avec le fichier Word. C'est-à-dire que on est capable d'échanger automatiquement des informations entre la base de données PLM et les fichiers CAO, donc de manière, par exemple, c'est l'utilisation la plus courante, à renseigner automatiquement un certain nombre de champs dans le cartouche, ces champs étant alimentés par des données qui viennent du PLM. Et une chose importante à savoir également, c'est que ce mapping peut être bidirectionnel, c'est-à-dire que je peux envoyer des informations dans le cartouche depuis le PLM, mais je peux également, en faisant des modifications manuelles dans le cartouche, remonter ces informations en tant que métadonnées dans le PLM. Très bien. Alors, on a également quelques questions sur la compatibilité. Donc, même si on a abordé le sujet en début de présentation, la compatibilité de Teamcenter avec différentes CAO du marché. Donc, effectivement, Teamcenter est aujourd'hui la solution PLM leader mondial sur le marché du PLM. Donc, Siemens se plaît à dire que c'est le SAP du PLM. Donc, on va simplement vous confirmer que effectivement la plupart des CAO du marché sont compatibles et ont un connecteur au catalogue Siemens qui permet de faire le lien. Simplement pour apporter un complément d'information à une ou deux personnes là, qui me posaient la question, dans ce cas-là, effectivement, le PLM va se substituer à tout type de coffre-fort de PDM qui serait livré de manière optionnelle avec la solution de l'éditeur concerné. Également, oui, je dirais même pour compléter ton message que Teamcenter est très largement reconnu comme étant le système qui se connecte le mieux avec l'ensemble des CAO, et il est particulièrement recommandé pour les entreprises qui sont multicad, donc qui possèdent plusieurs systèmes de CAO. Teamcenter vous permettra de faire de la CAO concurrente et permettra de mêler des informations qui viennent de différentes CAO de manière très efficace. Très bien, merci. On a également des questions qui sont plus spécifiques par rapport au système de licensing. Donc effectivement, je vous confirme que le système de licensing avec Teamcenter, ce sont des licences qui sont théoriquement nommées. Toutefois, pour avoir plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. Et on a régulièrement avec Siemens des discussions qui permettent de trouver des solutions commerciales à toutes les situations et à tous les niveaux d'utilisation de nos clients. Également, on a des questions sur l'aspect, on va dire, paramétrique des nomenclatures, mais je pense qu'on y a partiellement répondu au travers de ce que tu as pu présenter sur la partie variante, configuration. Voilà, sinon on a pas mal de questions par rapport au multisite. Donc effectivement, on vous confirme bien que Teamcenter, la plupart de nos clients l'utilisent en multisite. Franck, tu peux peut-être compléter par rapport à cet aspect multisite. Oui, alors effectivement, Teamcenter supporte très bien le multisite. Donc plus de 70% de nos clients ont des installations multisites. Alors une installation multisite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une seule base de données pour l'ensemble des sites. Et ensuite, sur chaque site, on va trouver des serveurs de cache dans lesquels sont hébergés les fichiers physiques, ce qui permet d'optimiser les performances et notamment les temps d'ouverture des modèles CAO qui sont en local et non pas centralisés sur un seul site. Donc la base de données est unique, mais les fichiers restent locaux à chaque site et sont hébergés dans des serveurs de cache qui sont propres à chaque site. Bien entendu, lorsque on a besoin d'échanger d'un site à l'autre, à ce moment-là, le fichier transite du site A vers le site B pour remplir le serveur de cache du site B. Donc,
Ça répond partiellement à une autre question qui consistait à nous demander quels étaient les mécanismes de protection par rapport à des phénomènes d'écriture simultanée, puisque effectivement je vous confirme par rapport aux questions qui ont pu être posées que effectivement tout est dans une base de données commune. Simplement, Franck, on a une question sur les mécanismes de gestion de l'écriture simultanée. Alors là, je peux répondre en illustrant mon propos. Lorsqu'on sélectionne une donnée et qu'on veut l'ouvrir en mode écriture, je vais reprendre par exemple mon petit document ici. Alors là, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir en mode écriture puisqu'il est validé. Donc je vais créer une nouvelle révision. Voilà. Lorsque je vais double-cliquer sur mon document, j'ai une petite flèche bleue ici qui indique que ce document, il est en checkout. Donc ça signifie que à l'instant T, je suis la seule personne capable de modifier le document. Les autres utilisateurs peuvent l'ouvrir en mode lecture seulement, mais ne peuvent pas le modifier simultanément. Et lorsque je vais fermer mon document, automatiquement la petite flèche bleue disparaît. Donc ça, c'est un mécanisme qui est classique dans les solutions PLM. C'est un mécanisme qui s'appelle check-in, check-out. Et qui garantit donc les modifications concurrentes d'une même donnée par deux utilisateurs. Voilà, je pense avoir répondu. Merci Franck. On a également quelques questions sur les liens ERP PLM. Donc c'est une question très intéressante, mais qui peut prendre un petit peu de temps à répondre. Il existe un certain nombre de... Pardon. Je pense que c'est une question qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Simplement, ce que je vais dire pour pouvoir répondre assez brièvement, c'est qu'effectivement, il existe un certain nombre de solutions sur le marché, dont certaines solutions qui sont éditées par Siemens, dont certaines solutions qui sont éditées par notre groupe, puisque Feelings est également éditeur d'une solution qui s'appelle Connexia, dont la vocation est de faire le lien monodirectionnel ou bidirectionnel entre Teamcenter et votre ERP. Donc ça fonctionne avec un certain nombre de ERP sur le marché. Donc après, effectivement, chaque cas de figure est un projet à lui tout seul, puisque chaque société, comme vous le savez bien, a ses propres processus, ses propres exigences en termes de champs à pouvoir mettre à jour entre le RP et le PLM, que ce soit au niveau des articles ou au niveau d'autres données. Voilà, donc c'est effectivement la motivation de beaucoup de nos clients qui sont utilisateurs de Teamcenter de pouvoir avoir une solution qui leur permette d'avoir une donnée suffisamment bien structurée et exploitable pour pouvoir la rendre compatible avec un lien ERP. Également, on a des questions sur la performance du PLM sur des grands assemblages. On parle d'assemblage avec plus de 10 000 pièces, par exemple, Franck. Oui, alors Teamcenter Teamcenter est une solution qu'on appelle scalable en anglais. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction en français. Ça veut dire tout simplement qu'elle est capable de s'adapter aussi bien à la taille des modèles qu'au nombre d'utilisateurs. Donc ceci, ça nécessite bien entendu un travail préalable de spécification d'architecture, donc de manière à dimensionner correctement les serveurs en termes de RAM notamment. Donc juste pour compléter mon propos, Teamcenter peut fonctionner sur deux types de bases de données, donc des bases de données Microsoft SQL ou des bases de données Oracle. Et dans les deux cas, eh bien, ces bases de données peuvent être tunées, paramétrées, de manière à optimiser les performances en fonction de la volumétrie des données qui sont hébergées dans ces bases. Très bien, donc effectivement, ça répond à la question. Donc on a d'autres questions également sur l'endroit où l'on trouve la description des articles préconfigurés dans Teamcenter.
quelle est la signification? Il faudrait connaître plus précisément la signification de article préconfiguré. Peut-être que la personne fait référence. Peut-être que la personne fait référence à la notion de fonds documentaire. Donc si c'est la question, c'est simplement du paramétrage. Donc on associe à certains types de documents un certain nombre de fonds documentaires qui sont créés automatiquement en fonction de certaines valeurs de propriété. Je ne suis pas certain que cette réponse soit la bonne, mais je ne comprends pas exactement ce que signifie article préconfiguré. Alors, la personne qui nous a posé la question nous répond qu'a priori, nous avons vu des articles porteurs de nomenclature, d'autres de modifications. Donc, je pense que c'est plutôt sur la définition des articles. Donc là, on parle de modèle de données. C'est ça. Ça fait partie de la définition du modèle de données. Donc, Teamcenter est un système qui possède un modèle de données de base, mais ensuite, bien entendu, ce modèle de données est adapté à chaque client. Et cette adaptation, qui constitue le paramétrage de l'outil, consiste entre autres à définir la liste des différents types d'articles dont le client aura besoin. Cette liste de types d'articles dépendant de l'utilisation qui sera faite du PLM. Certains clients n'utilisent le PLM que pour des besoins de gestion documentaire. Un grand nombre de nos clients utilisent le PLM pour gérer des données CAO. On peut aussi envisager une utilisation du PLM pour gérer des données de production. Et dans ces différents cas de figure, les typologies d'articles utilisés ne seront pas les mêmes, de même que les propriétés attachées à ces articles. Et tout ceci relève de la configuration, c'est complètement paramétrable. Très bien, Franck. Donc, on a également d'autres questions sur des choses un peu plus techniques, sur la manière dont on peut modifier, nommer les nomenclatures pour la partie variante. On a également des questions un petit peu plus techniques. Donc, ce que je vous propose, il est 15h30. C'est tout simplement de vous adresser directement à votre interlocuteur commercial. Donc, si vous n'en avez pas encore, c'est l'occasion d'en avoir un. Donc, il suffit de nous contacter par l'intermédiaire de notre standard et on pourra vous mettre en relation avec l'interlocuteur commercial de votre région. Donc, je vous propose de conclure là-dessus. Est-ce que, Franck, tu avais peut-être un mot à rajouter? Écoute, j'espère que cette présentation a permis d'illustrer quelques points forts du PLM. Pour les gens qui le connaissent, peut-être que ça leur a donné de nouvelles idées d'utilisation du PLM, et pour les gens qui ne le connaissaient pas, eh bien, j'espère que ça leur a permis de voir l'intérêt et l'utilité de ce type de solution. Très bien. En complément d'information, donc je vous confirme que nous pourrons vous transférer l'enregistrement ou le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Et donc, il nous reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci. Au revoir, messieurs.